Bonjour tout le monde. Bonjour Monsieur Caron. Bonjour. Merci à la Conférence de Montréal pour l'invitation. On va aborder aujourd'hui un sujet dont on parle trop peu, à mon avis, la sécurité alimentaire. Le tout dans un contexte, ma foi, plein de rebondissements avec les voisins américains. On le sait, hein, la guerre tarifaire fait qu'on parle énormément des États-Unis, l'actualité américaine qui prend tellement de place. Bon, je pense que je suis justement l'exemple de ça en étant avec vous aujourd'hui. Aussi, aux États-Unis, on voit à quel point c'est une priorité. Hein. C'est une priorité, c'est aussi stratégique au niveau électoral. Hein. La base du Parti républicain vient du milieu rural. Le milieu agricole, c'est très, très important. On va parler de beaucoup de choses, du contexte, des différences, hein, parce que oui, c'est une priorité, je crois, au Canada, mais on n'a pas la même stratégie que du côté américain. Faut mentionner d'entrée de jeu que les États-Unis, c'est la plus grande puissance agricole exportatrice au monde. Il y a tout un contexte géopolitique qui est ajouté à tout ça. Le conflit avec l'Iran, ça fait beaucoup de chamboulements à travers la planète, on le sait. Il y a les enjeux climatiques. Bref, on pourrait avoir une discussion, je pense, qui pourrait être plus loin cet après-midi, hein, pour plusieurs heures même avec vous, M. Caron. Alors, je vous resalue à nouveau et je rappelle donc que votre titre, vous êtes président général de l'Union des producteurs agricoles. On va commencer justement on n'est pas tous familiers avec le système canadien, le système américain. Pour mettre la table pour notre discussion aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous expliquer les différentes approches, hein, du côté américain et du côté canadien? Mais la première différence, c'est un côté de vision. Le côté américain, ils ont une vision vraiment de développement économique. Puis comme vous l'avez mentionné, mais c'est le premier pays au niveau de l'exportation. Alors donc, ils ont une vision économique, une vision stratégique au niveau de l'agriculture dans chacun des États qui sont là. C'est que pour eux, l'objectif de l'agriculture et de l'agroalimentaire, il faut se positionner au niveau des exportations, d'être les leaders, d'aller chercher au niveau de la recherche et de l'économie et d'amener une plus-value. En même temps, bien, ils arrivent avec différents programmes qui sont là, sont prêts en même temps à vivre avec une volatilité au niveau des marchés à l'occasion, mais ils soutiennent directement, pour eux, c'est un côté stratégique. La différence qu'on a au niveau du Canada, mais au Canada, ici, on n'a pas nécessairement cette vision-là. On voit plus l'agriculture et l'agroalimentaire comme acquis ici, malgré qu'on a quand même des grandes forces au niveau du Canada, mais il reste que c'est un des éléments de différence entre nos deux pays. Justement, entendre beaucoup ce que le président Trump va dire, on dit que le Canada subventionne énormément le secteur agricole, mais il y a aussi des subventions du côté américain. Là, je pense qu'on ne dit pas exactement ce qui est la réalité dans le milieu agricole. Absolument. Puis ça, au niveau canadien, il faut peut-être mentionner aux gens, ici, au niveau du Canada, c'est 190 000 entreprises. Quand même, c'est le secteur primaire le premier au niveau du Canada, au niveau économique. C'est à peu près alentour de 92 milliards de dollars au niveau de l'économie. Alors, et au niveau de l'emploi, il faut peut-être rappeler aux gens, un emploi sur 8 ici au Canada est dans le secteur agricole agroalimentaire. Et malgré tout ça, c'est là qu'on voit côté américain, parce qu'on a un système de gestion de l'offre qui est là. On a d'autres systèmes aussi de protection au niveau des agris, des programmes agri qui sont là, mais c'est plus la gestion des risques, moins cette vision-là. Et côté américain, bien, c'est sûr qu'ils soutiennent davantage. Le Farm Bill en est un exemple. Il y a différents autres outils aussi qu'on va utiliser. Alors, rapidement, c'est un côté de finance, d'économie. Alors, ça peut arriver qu'on va sortir l'argent assez rapidement des budgets directement, des paiements directement aux producteurs agricoles. Oui, puis on l'a vu justement avec l'effet de la guerre tarifaire. Ouais. Je veux justement en parler de cette guerre tarifaire-là parce que du côté américain, on a dû sortir les chèques pour soutenir le secteur agricole, mais de façon générale, l'arrivée de Donald Trump pour un deuxième mandat à la Maison-Blanche avec des priorités qui étaient, oui, il y en avait des semblables avec le premier mandat, mais quand même une approche qui était, à mon avis, assez différente. Comment est-ce que vous, dans le secteur agricole, tout ça, est-ce que ça a chamboulé les choses? Est-ce que c'était une continuité? Non, ça l'a chamboulé vraiment. Puis, je vais faire un jeu de mots. C'est que la certitude qu'on a à cette heure, c'est qu'il y a une incertitude.
face à tous les tarifs qui peuvent arriver. Il reste quand même avec la CEUM qu'on a avec les Américains puis le Mexique, il y a quand même une stabilité. À peu près 85 des transactions se font dans l'accord de la CEUM. Alors donc, c'est pour ça que c'est important de maintenir cette entente-là. Mais il y a une réalité qu'on amène aujourd'hui, et c'est pour ça qu'au niveau canadien, je pense qu'avec ces conflits géopolitiques-là, le changement climatique, il faut être capable de s'adapter. Puis c'est une nouvelle réalité. Puis je pense qu'on avait besoin de ça ici au Canada aussi pour amener notre côté d'innovation, de productivité. Mais il va falloir vraiment avoir une stratégie, une vraie stratégie au niveau du développement de l'agriculture et de l'agroalimentaire en lien avec les demandes aussi d'achat local. Puis est-ce que ça a eu un effet, bien, corrigez-moi, je me trompe, en fait, je pense que ça a eu un effet justement avec la relation avec la Chine, hein, avec d'autres pays aussi, parce qu'on parle du Canada et des États-Unis particulièrement aujourd'hui, mais la Chine, qui est un gros joueur aussi dans le milieu agricole, la Chine achète des produits canadiens, normalement, va aussi en exporter au Canada. Il y a même du dumping, peut-être. Absolument, parce que quand on voit, il faut bien réaliser quelque chose, c'est pas juste les tarifs côté américain, côté canadien, mais les tarifs que les Américains mettent sur la Chine ou d'autres pays ont des impacts directement ici au niveau du Québec et du Canada. Alors, quand on parle de dumping, mais c'est ça qui arrive. On peut parler au niveau des légumes de transformation qu'on boit. On voit présentement avec des tarifs de 50 côté américain, bien, que ce soit la Chine ou d'autres pays, bien, ces produits-là atterrissent puis déstructurent au niveau de notre filière alimentaire. Alors donc, on reçoit des contre-coups des tarifs des Américains sur les autres pays. Alors, il faut trouver une façon de faire, puis que ce soit au niveau des Américains ou de d'autres pays aussi, il faut avoir nos systèmes à nous. On parle souvent de sécurité, d'autonomie alimentaire. Pour ça, le côté acquis de l'agriculture, l'agroalimentaire, il faut faire réaliser aux gens que le garde-manger ici, c'est quand même un potentiel énorme. Et au niveau du pourcentage des terres agricoles, c'est le premier outil qu'on a besoin. Au Canada, c'est à peu près 6 du territoire des terres cultivables. Aux États-Unis, c'est à peu près 50 Il y a quand même une différence ici. Il faut maintenir cette sécurité alimentaire-là. Mais le savoir-faire ici de nos producteurs, canadiennes, bien, ça va au-delà des frontières parce qu'on a des leaders, que ce soit au niveau du sirop d'érable, que ce soit au niveau de la canneberge, production de porc aussi, qu'on exporte ailleurs. Puis c'est tout le temps vu comme une qualité parce qu'on a un savoir-faire ici. Est-ce qu'on a réglé des dossiers? Par contre, avec la Chine, je pense entre autres au canola, c'est un enjeu. Il y a le dossier du porc, à mon avis, qui n'est pas encore réglé. Ouais. Peut-être nous en parler un petit peu pour nous donner des exemples. Oui, le dossier du canola, c'est quand même réglé. Il y a eu une entente. Puis côté du porc, c'est pas réglé. Puis il faut bien réaliser quelque chose. Le commerce qu'on a avec le porc en lien avec la Chine, c'est des catégories de viande que c'est un des seuls pays qui va acheter ces produits-là. Alors donc, on a besoin de ces marchés-là pour compléter la vente de produits. Mais il reste que il faut voir dans son intégrité, dans tout l'ensemble, c'est qu'il faut avoir une vision globale. Il y a des secteurs comme ça, mais il y a une plus-value aussi par rapport au niveau de la production de grains. Et ça, c'est un des éléments qu'on voit côté américain, le force, côté stratégique. Bien souvent, exemple, au niveau du maïs-grain, l'éthanol, bien, c'est une des productions au niveau énergétique et ils sont là parce qu'on parle d'achat local, mais on voit pour eux, c'est pas juste un achat local alimentaire, c'est un achat local par rapport à un côté énergétique et un côté stratégique. Alors, l'éthanol, bien, c'est à peu près 35 du maïs-grain qui sert pour l'éthanol. Puis quand on regarde au niveau des huiles, les huiles au niveau de soya, bien pour le biodiesel, c'est la même chose. C'est le 1/3 de la production. On est tout près à la moitié de la production du biodiesel qui est utilisé avec le grain. Donc, on amène une plus-value, puis on amène une stratégie de développement. Peut-être quelque chose qui manque ici au Canada, qu'on aille un petit peu plus loin. À quel point on est dépendant de notre voisin américain ou à quel point, bien, peut-être une interdépendance? Je veux juste parler justement de cette relation-là parce qu'on voit que la guerre tarifaire, à quel point les États-Unis, ce qu'ils prennent comme décision peut nous faire mal économiquement. Il y en a qui vont dire, pardonnez-moi l'expression en anglais, mais c'était le wake-up call qui était nécessaire, le réveil qui était essentiel. Mais est-ce qu'on a cette relation de dépendance ou c'est de l'interdépendance, à votre avis? Bien, c'est sûr, on a quand même une dépendance parce que c'est le plus gros marché mondial, puis on est juste à côté.
il y a quand même beaucoup d'intégration au niveau des marchés. Il y a des filières que directement, qu'on a des produits qui traversent la frontière et qui sont transformés et vice-versa qui arrivent. On peut penser au côté animal, au niveau de quelques céréales aussi. Alors donc, il y a cette vision-là de dire d'intégrer tout ça. Mais en même temps, il y a cette force-là au niveau américain qui a son poids économique. Alors, c'est sûr qu'il peut, à l'occasion, dicter au niveau des marchés. Alors, il faut tout simplement être à l'affût des opportunités. Puis je pense qu'au niveau de la croissance, on voit beaucoup d'opportunités à faire avec d'autres pays aussi. Mais il reste, les Américains sont toujours proches. Il faut peut-être faire réaliser aux gens, c'est 70% de nos exportations, bien, c'est aux États-Unis. Alors, donc, sur le 23% qu'on vend des produits à l'extérieur, il y a à peu près un 16% que c'est les Américains. Alors, donc, on a besoin d'eux, mais en même temps, eux aussi, ils ont besoin en lien avec différents intrants aussi qu'on développe et les mêmes chaînes. Et peut-être quelque chose que les gens ne savent pas, on a quand même des producteurs qui sont sur les deux endroits, qui ont des entreprises aux États-Unis puis du côté Canada aussi, parce que c'était avec une vision de contingence, diversification des marchés et par rapport aussi à toute la biodiversité. Ça me fait penser à quelque chose, et je vais citer la sénatrice Martine Hébert, qui, dans des conférences, a déjà dit l'exemple de la laitue. J'explique mon exemple. On veut bien diversifier les marchés, mais il y a quand même une limite. La laitue qu'on va exporter, exemple, aux États-Unis va être moins fanée que la laitue qu'on veut exporter, par exemple, en Asie, si elle vient du Québec. Donc, même si on dit diversifier vos marchés, il y a quand même une limite géographique, j'imagine, pour le secteur agricole en particulier. C'est pas tout qui peut être exporté partout dans le monde. Absolument, parce que la base, c'est on a des produits périssables aussi, qui ont des durées de vie un peu moins longues. Donc, il faut être capable de faire cette évaluation-là. Mais de plus en plus, il faut être capable d'aller chercher le plus-value, de faire la transformation des produits. Alors, c'est avec la recherche et l'innovation qu'on va être capable de passer à travers, mais c'est sûr, le point que vous amenez, c'est un point stratégique. Là. On ne peut pas juste produire puis s'assurer au niveau des marchés. Puis on a tout le côté de la température aussi face au changement climatique. Comme on dit, il faut être capable de revoir nos stratégies là-dessus. Quand on parle d'argent des fonds publics qui va au secteur agricole, il y a le fameux Farmer Bill. Hein? Peut-être que ce n'est pas tout le monde ici qui est familier avec ça. Est-ce que vous pouvez nous expliquer c'est quoi le Farmer Bill et peut-être la différence? Est-ce qu'on a un équivalent aussi au Canada? Le côté Farm Bill, c'est une loi cadre au niveau fédéral. C'est quand même assez puissant. Il faut mentionner, c'est à peu près 130 milliards de dollars par année. C'est sûr, c'est une entente qui est révisée aux 5 ans. De ces montants-là, 72 % de ce montant-là sert à outiller pour aider des besoins alimentaires des familles. On appelait ça dans le temps les STEM food, là, les coupons nourriciers. C'est une autre appellation aujourd'hui, mais il reste que 72 %. Ensuite de ça, c'est les assurances récoltes, 18 % qui vont pour ça. Et après ça, il y a des paiements de 7 % sur la conservation. Le reste du 3 %, c'est par rapport à l'élément de la recherche. Alors donc, c'est des paiements directs qui sont faits aux producteurs. Pour eux, c'est assez important, mais ça demande le côté stratégique. Et c'est des paiements directement au niveau des cultures, que ce soit au niveau du grain, des ancrages, tout ça, pour soutenir. Au Canada, ici, comme je le disais, plus une gestion de risque, un partage de risques avec le fédéral et le provincial et les producteurs agricoles. On est sur un autre aspect, mais par contre, naturellement, on a nos outils, comme la gestion de l'offre qu'on a ici, qui nous permet que l'économie au niveau du gouvernement, parce qu'ils ne dépensent pas directement des sous, on va chercher sur notre prix de marché. Alors, donc, il y a d'autres programmes qui sont là, mais ce n'est pas la même ampleur de ce côté-là. Puis, je tiens à signaler aussi, on parle de gestion de l'offre, côté américain, ils ont des systèmes comme ça, là, qui n'utilisent pas le terme gestion de l'offre, mais quand on protège le coton et le sucre, on met des tarifs très élevés là-dessus. Bien, c'est le même système. Là. Ça qui ne veut pas déstructurer ces deux secteurs-là. Alors, donc, ils utilisent d'autres moyens. Bon, j'ai débaptisé, j'ai parlé du Farmer Bill, mais c'est bien le Farm Bill. Merci de m'avoir corrigé. Pour les États-Unis, l'agriculture, c'est un secteur stratégique. Hein? C'est vraiment ça que vous avez mentionné aussi. Peut-être faire la différence entre le Canada. Est-ce que vous considérez qu'au Canada, c'est un secteur stratégique aussi, ou c'est vraiment très différent la vision, je vais dire, macro aux États-Unis?
Bien, tantôt, je disais l'importance du côté économique primaire puis du côté de l'emploi. C'est ça qui est un manque présentement, c'est qu'on utilise le terme stratégie, mais on n'a pas nécessairement cette stratégie-là. Je pense que nos gouvernements commencent à avoir ça de plus en plus, mais il va falloir être capable d'être fixé là-dessus et avoir des programmes pour soutenir la recherche et le développement aussi, parce qu'on a vu dernièrement quelques coupures là-dessus sur les budgets fédéraux, mais en même temps, on dit qu'il faut améliorer la productivité. On veut en même temps regarder tous les autres aspects de la recherche. On peut penser, tantôt je parlais avec des gens, intelligence artificielle, il y a tout cet aspect-là, nouvelles technologies, robotisation, automatisation. Il va falloir qu'on trouve une façon de faire, parce qu'il y a une réalité terrain que nous, on vit ici. C'est que le 1/3 de nos travailleurs, c'est des travailleurs étrangers temporaires. C'est quand même pas rien. On est bien chanceux de les avoir, mais durant un côté de risque de pandémie ou d'autres choses, ça peut nous mettre à risque de notre côté. C'est qu'il faut être capable de revoir cet aspect-là. Puis du côté américain, bien, il faut le mentionner aussi, 40 de la main-d'œuvre, c'est des travailleurs sans papier. Alors donc, eux aussi, ils ont quand même une situation qu'ils ont à gérer parce que les producteurs ne peuvent pas payer le prix qu'ils devraient payer au niveau des gens. Oui, puis d'ailleurs, on verra l'effet sur le long terme avec les politiques en matière d'immigration aux États-Unis, avec ICE, entre autres. Absolument. Il y a eu beaucoup de travailleurs étrangers qui, soit ne veulent plus aller travailler parce qu'ils ont peur d'être expulsés des États-Unis. Donc, ça aussi, ça va peut-être devenir dans les prochaines années. J'ai vu certaines évaluations, ça pourrait devenir une certaine problématique. Parlons, et vous l'avez abordé brièvement, de l'achat local. On a tous le souvenir, en pandémie, on était achat local tatoué sur le cœur. Avec la guerre tarifaire, on dirait on avait oublié. On est revenu avec l'achat local. Là, combien de personnes à l'épicerie vont regarder les fraises? Est-ce que ça vient du Québec, du Mexique, des États-Unis? On a une conscience, mais est-ce que c'est là pour durer? Est-ce qu'on met, les efforts au bon endroit pour favoriser l'achat local? Et ici, au Québec, on a une stratégie nationale d'achat local. C'est bien parti. Mais ça prend plus au-delà de se mettre des cibles d'achat par rapport au niveau des institutions publiques, au niveau gouvernemental. Alors donc, il y a déjà des choses qui sont en place, mais il faut être capable d'aller plus loin. C'est sûr que moi, je n'ai jamais vu ça, le côté d'engouement au niveau canadien. Sur les 2 dernières années, qu'est-ce qu'on a vu? C'est voir. Mais en même temps, il faut s'assurer que les gens comprennent bien les enjeux, les défis qu'on peut avoir, puis les investissements qu'on doit faire au niveau de l'agriculture, l'agroalimentaire. Je le rappelle, c'est le garde-manger. Dans plusieurs pays, on parle de stratégie nationale au niveau de la sécurité alimentaire. C'est ça, parce qu'avec les conflits géopolitiques qu'on a vus, que ce soit au niveau de l'Ukraine, la Russie dans le temps, qui se continue, puis qu'on voit avec le détroit d'Ormuz qui est en train de se faire, ces impacts-là sont énormes sur les coûts de production qu'on peut vivre, nous, ici, aux producteurs, que ce soit au niveau de l'achat des engrais, que ce soit au niveau du diesel. Alors, il faut que les gens prennent conscience. Puis les fraises, c'est bien spécifique. Une fraise, 50 du coût de production ici pour nos fraises, ici au Québec, 50 c'est la main-d'œuvre. Alors, on sait qu'on a des conditions de main-d'œuvre si on respecte les normes au niveau mondial, comparativement peut-être dans d'autres pays, ce n'est pas le cas. Alors, donc, il faut faire la part des choses là-dessus. Est-ce qu'on est capable, sur le long terme, d'être, je ne veux pas dire souverain, mais d'avoir une sécurité alimentaire, une indépendance plus grande alimentaire, de se dire s'il arrive une autre pandémie ou il y a un autre conflit avec les Américains, on est capable de pouvoir se nourrir à même notre production locale? Oui, il y a une bonne partie. C'est sûr, le côté fruitier est peut-être différent, mais il y a une bonne partie qu'on est capable. Présentement, on est à peu près à 50 50 des produits qu'on consomme viennent du Canada. Donc, il y a encore un potentiel qu'on peut aller chercher. Puis c'est sûr qu'il y a un savoir-faire qui est là au niveau de l'exportation ici. Là. Tantôt, je parlais du sirop d'érable, ça en est un bel exemple. Là. Je veux dire, 60 de nos marchés côté américain, le reste, c'est au niveau de l'Europe et de l'Asie. Alors donc, on a un savoir-faire aussi qu'il faut être capable. C'est que je pense qu'on peut être capable d'augmenter la production. En même temps, il faut que les gens réalisent aussi que le coût qui est là, il y a une réalité terrain aussi. Parce que les gens sont consommateurs et citoyens. Quand ils sont citoyens, ils demandent beaucoup de choses de la façon qu'on va faire l'agriculture, mais quand ils sont consommateurs, des fois, c'est pas le même choix. Alors donc, il faut être cohérent dans ces choix-là de citoyens versus quand on arrive pour consommer ou acheter les choses, puis que ce soit en agriculture, que ce soit dans les autres secteurs aussi.
Il y a eu une lettre qui a été envoyée aux différents ministres, différents négociateurs du renouvellement, plutôt de la révision de l'ACEUM, notre accord de libre-échange entre le Canada, les États-Unis et le Mexique. Donc, entre autres, le ministre Leblanc, le ministre Ebrard et Jamieson Greer, qui est du côté américain. Vous avez participé, je pense, à l'UPA, si je ne me trompe pas, à cette lettre-là. Expliquez-nous le fait que c'est quand même intéressant, des gens du Mexique, du Canada et des États-Unis qui sont en théorie en compétition aussi. On écoute beaucoup les politiciens, mais veulent une révision, une continuité plutôt de la CEUM. On ne veut pas déchirer l'accord. Absolument. Puis on a des rencontres avec les organisations de producteurs américaines puis du Mexique, puis on est à le même endroit. L'incertitude présentement, avec que ce soit le géopolitique ou le côté tarif, c'est pas vivable pour les investissements. Ça nous prend une prévisibilité parce qu'en agriculture, quand on n'investit pas avec un amortissement qui va se faire dans 2-3 ans. Bien souvent, c'est dans 10 ans, 15 ans et 20 ans. Alors, donc, il faut avoir cette prévisibilité-là, et c'est pas pour rien qu'avec la Fédération canadienne de l'agriculture puis les autres organisations américaines et du Mexique, qu'on est allé chercher un appui de 96 organisations au niveau de l'agriculture ou au niveau alimentaire pour dire qu'il faut reconduire la CEUM pour amener une stabilité puis une prévisibilité. La demande est en croissance au niveau alimentaire partout sur la planète. Alors donc, il faut juste se donner un moyen pour y arriver tout le monde ensemble. Je sais que le gouvernement canadien a été catégorique. On ne veut pas toucher à la gestion de l'offre lorsqu'on va réviser ou c'est pas renégocier, mais on va utiliser cette expression-là pour le bien de la discussion, notre accord de libre-échange. Bon, si on met ça de côté, est-ce qu'il y a d'autres inquiétudes que vous avez, vous entendez? Est-ce qu'il y a des inquiétudes ou c'est vraiment la gestion de l'offre? C'est ça la plus grande inquiétude, on ne veut pas y toucher? Bien, c'est sûr, il y a un côté de la gestion de l'offre, oui. De l'autre côté, bien, c'est sûr, il y a quand même des marchés d'exportation qui sont là. Puis comme je disais, c'est tellement intégré. Il y a quand même des outils qu'on achète, soit des boîtes de carton ou des emballages qui viennent des États-Unis pour nos légumes et vice-versa. Alors donc, c'est vraiment intégré s'il y a des tarifs là-dessus. Donc, ça a des impacts, ça a des impacts néfastes. En même temps, même au niveau du Canada et du Québec, mais on est en train de regarder c'est quoi notre plan de contingence, c'est quoi notre plan B. Si on risque toujours d'avoir des tarifs, mais il faut peut-être se revirer peut-être avec d'autres pays ou s'occuper de transformer des choses. Mais c'est sûr qu'il y a un suivi, puis à la base des producteurs, productrices agricoles, depuis les dernières années, il y a eu une baisse au niveau des revenus agricoles, puis c'est ça qui inquiète du côté américain, puis mexicain, puis même nous ici au niveau du Canada. Il nous reste un petit peu plus que 2 minutes. Je veux quand même boucler la boucle avec, je vous donne une baguette magique, je vous donne une liste qui va être sur le bureau de tous les politiciens du Canada demain matin. Qu'est-ce que vous voulez, ou vos membres aussi, là, mais qu'est-ce qu'on met en priorité pour justement avoir cette sécurité alimentaire-là au Canada? Bien, la première affaire, c'est de s'affirmer avec nos modèles, nos choix d'entreprises agricoles. Ici, on a des entreprises agricoles sur un modèle plus familial. On s'organise aussi pour que nos entreprises agricoles soient partout dans les ruralités, puis ils apportent au niveau économique. Ça, c'est une reconnaissance de dire, le modèle américain est peut-être différent, mais on a une plus-value de la façon qu'on fait parce qu'on contribue à l'essor des ruralités et des régions partout au niveau du Canada. Et ça nous amène quelque chose de plus-value, c'est au niveau de la biodiversité parce qu'on n'a pas de concentration. On l'a vu de la grippe aviaire au niveau des œufs côté américain, que c'est arrivé, mais le prix a augmenté au niveau des œufs parce que c'était des grandes entreprises multinationales au niveau des œufs, puis ça a eu des impacts. Alors, il faut être capable de reconnaître puis se doter d'une vision puis d'une vraie stratégie au niveau du développement. Développement, comme on peut regarder au niveau côté américain aussi, sur un côté énergétique, sur un côté aussi de déploiement, de dire, présentement, on est à peu près le 9e pays au niveau de l'exportation, mais pourquoi qu'on ne pourrait pas être le 8e? Et les alliances qu'on peut faire avec les autres pays, on a différents partenaires ici qui sont à la conférence aussi, puis je pense qu'il y a une opportunité d'avoir là-dessus, mais il faut avoir cette ouverture-là d'être vraiment un secteur stratégique pour l'économie au niveau du Canada. Parce qu'aux États-Unis, c'est... Je ne veux pas, mon Dieu, être comment dire, voir pas le négatif, mais
être pessimiste. En tout cas, bref, je ne sais trop comment le qualifier, mais il y a un côté très électoraliste. Hein. Je parlais tantôt que c'est la base du Parti républicain. On veut donner, c'est clair, de la subvention pour pouvoir avoir des votes. Peut-être qu'on n'a pas la même vision ici. Puis je vais dire, à la limite, heureusement qu'on n'est pas dans cette façon de faire de la politique. C'était fort intéressant, M. Caron, de vous entendre là-dessus sur la sécurité alimentaire. Comme je disais tout à l'heure, on en parle peut-être trop peu. C'est très commun d'en parler du côté américain, puis peut-être dans d'autres pays aussi. Alors, merci d'avoir partagé tout ça avec nous aujourd'hui. Merci. Merci à tout le monde.